Michel Onfray, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Une réaction, votre sentiment sur ce qui s'est passé mercredi, sur ce qui se passe encore aujourd'hui? Je trouve qu'on est beaucoup dans le compassionnel et que le travail du philosophe, c'est d'aller au-delà du compassionnel. Donc je conçois que tout le monde soit triste, malheureux, qu'on préfère la liberté de parole, la liberté d'expression plutôt que la tyrannie, la dictature. Enfin bon, on est dans des lieux communs compassionnels, tout le monde s'appelle Charlie, etc. Bon, tout ça c'est bien, mais le propre du philosophe, c'est la fameuse phrase de Spinoza qu'on enseigne à nos élèves en classe terminale, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Trop d'émotions dans tout cela? Oui, bien sûr. Enfin, pas trop. Je veux dire, chacun son travail. Les journalistes fonctionnent à l'émotion, pas à l'intelligence. Les journaux fonctionnent... Ça dépend qui. Non. Les journaux coûtent très cher et il faut les vendre. Et on vend avec de la passion, avec de l'émotion, mais pas avec de l'intelligence. Pas avec... c'est vraiment, on veut réfléchir, il faut mettre en perspective ce qui a eu lieu avec ce qui se passe depuis des années. Ce que fait Éric Zemmour dans son travail, et ce que plus personne ne fait parce qu'on n'est plus dans l'histoire. On n'a plus le sens de l'histoire, on ne sait plus mettre en perspective les choses, et on se dit, regardez les barbares, ce qu'ils font, point à la ligne, c'est pas bien. Je voudrais juste dire que depuis 1983, depuis que Mitterrand s'est converti au libéralisme, il lui a fallu, pour se distinguer de la droite, qui elle prétendait aussi au pouvoir, laisser croire qu'il était différent. Et en ce sens, il a instrumentalisé un Front National en disant plus le Front National sera fort, plus la droite républicaine sera divisée, plus je suis susceptible de rester au pouvoir, bien que défendant moi-même une politique de droite. Cynisme et machiavélisme de François Mitterrand. Quand il y a une politique internationale avec des millions de musulmans sur la planète, que fait Mitterrand? 1,6 milliard. Voilà. Je n'étais pas sûr de mon chiffre, donc j'étais sûr qu'en disant... Vous voyez comme quoi les journalistes ont parfois quelques bons chiffres, voire des oreillettes qui fonctionnent bien. Alors, en l'occurrence, non. Je peux vous montrer mes fiches. C'était trop, Michel. Ah non, c'était beaucoup trop. Non, je vous jure, je l'ai noté. C'était pas bien. Je l'ai bien. noté, je travaille mes dossiers. Ne te justifie pas, Valérie. Valérie, ne te justifie pas. Aucun second degré. Ne te justifie pas. Ah non, moi non, pas de ça chez moi. On prend acte que, avec Mitterrand et Bush, il faut aller massacrer des populations qui ne nous ont rien fait. Saddam Hussein ne nous a rien fait. Jusqu'à Bernard-Henri Lévy qui estime qu'il faut aller massacrer les Libyens ne nous ont rien fait. Il y a encore quelques temps, les Libyens, Kadhafi, on le recevait à l'Élysée en grande pompe. Dans cette politique internationale française que nous menons depuis une trentaine d'années, nous menons en France une politique islamophobe. C'est-à-dire que tous les gens qui nous disent, peut-être que c'est probablement plus compliqué. En tout cas, c'est votre avis. C'est mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, on massacre les populations arabes, les populations musulmanes. C'est-à-dire qu'on s'immisce dans un combat qui n'est pas le nôtre? C'est pas le nôtre, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on parle des droits de l'homme? Mais si vraiment on a envie de bombarder, pourquoi on ne va pas bombarder la Corée, la Chine, le Qatar, Cuba, enfin un tas d'endroits? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas libérer le Tibet, par exemple? On voit bien que ce ne sont pas les droits de l'homme qui nous... la gueule. Là, pour le coup, non, mais on pourrait parler des droits de l'homme. Donc, ce ne sont pas les droits de l'homme. Donc, il y a Clausewitz qui a pensé au 19e siècle la guerre, a fait tout un très gros livre sur ce qu'il appelle la Grande Guerre, c'est-à-dire les deux peuples qui s'opposent, les nations, etc. Et il a parlé de la petite guerre. Et cette petite guerre, c'est la guérilla aujourd'hui. C'est-à-dire que Hollande s'en va dépêcher dans le golfe Persique un sous-marin, un porte-avions, des avions, enfin toute la stratégie. Pourquoi faire? Quand on sait aujourd'hui que deux individus qui, avec 2 kalachnikovs et 3 voitures volées, mettent la France à genoux. Ça veut dire que cette petite guerre dont nous prétendons aujourd'hui qu'elle est une barbarie, c'en est une si l'on veut être dans le compassionnel et dans la morale moralisatrice. Mais si on fait de la politique, on se dit, cette guerre, elle est menée par des gens, c'est le faible au fort, sauf que le fort et le faible, tout ça s'inverse aujourd'hui, et on le voit bien. Est-ce que c'est vraiment ça le débat, Michel? Michel Onfray, excusez-moi. C'est ma réponse. Non, mais moi je vais vous répondre. La question d'Éric Nolot, deux petites secondes. Non, parce que vous parlez de mise en perspective et de tirer des leçons de ce qui a été fait ces dernières années. Si on reprend votre comparaison, je crois que Zemmour l'a fait aussi, entre ce qui s'est passé mardi dernier et le 11 septembre. Le 11 septembre. Il y a eu en commun une réaction émotionnelle très forte, union de la nation, bon très bien. Ensuite, il y a eu malheureusement ce qu'on observe, c'est-à-dire des exactions contre les musulmans. Je me souviens qu'aux États-Unis, ils avaient tué un type en turban parce que dans l'esprit dérangé du mec, ils disaient un mec en turban, ça doit être un musulman. Le type, il avait des notions un peu vagues du truc. Et ensuite, le dernier point, ça a été, en effet, on attaque l'Irak, on attaque tel pays, voilà, l'Afghanistan et l'Irak. Nous, on en est là. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est ça le débat. C'est qu'est-ce que vous préconisez maintenant? Ça ne peut pas être de réattaquer l'Irak, ça ne peut pas être d'attaquer l'Afghanistan. Qu'est-ce que vous préconisez? Pour moi, c'est le sujet. Qu'est-ce que la France va faire
doit faire et va devenir. Deuxième question. La première, effectivement, je répondais à cette question. Je contextualise en disant, pour comprendre ce qui a lieu tout de suite, plutôt que d'être immédiatement sur l'affaire et dans le compassionnel, pensons en termes historiques et faisons de la géostratégie. Maintenant, j'entends bien votre question. La question est, quand on est allé au fossé, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas aller au fossé? Sauf on y est au fossé. On y est au fossé. Alors on en sort comment? Alors, c'est difficile sous la pression de réagir en disant tout de suite on enlève nos troupes. Ça veut dire que deux Kalachnikov ont raison de la politique nationale française. Ça ne peut pas se penser comme ça. Ça me paraît évident que ça n'est pas possible. Moi, je pense que cette petite guerre, elle suppose que nous ne pensions plus en termes de grande guerre. C'est-à-dire la grande guerre aujourd'hui, elle est plus susceptible d'être faite. On ne va pas attaquer avec des bombes atomiques, je ne sais quel ennemi, etc. Si ennemi il y a, on a vu comment il fonctionne. Donc je pense qu'il faut repenser la question de la défense nationale à partir du service secret, à partir de l'information. On ne peut vraiment s'en sortir que si on prévient pour empêcher que ça ait lieu. Là, on s'aperçoit que dans tout ce qui a lieu tout de suite, ce sont des gens qui se connaissent tous, qui fréquentent les mêmes mosquées, qui connaissent les mêmes imams, qui sont dans les mêmes quartiers. Il y a une espèce de relation incestueuse entre tous ces individus. On ne me fera pas croire que les services secrets n'étaient pas au courant. Un exemple, il y a 13 ans, on a annoncé son cancer à ma compagne. Dans la semaine qui a suivi, elle a reçu des publicités pour les assurances obsèques. Ça veut dire que, et puis des assurances vie avec les pompes funèbres et ce genre de choses. On ne me fera pas croire que les informations ne circulent pas. Ça veut dire que moi je suis pour le fait effectivement qu'on puisse intercepter un certain nombre de conversations, etc. Je ne suis pas contre ça. Moi, C'est pour le Patriot Act, en fait. Oui, sauf que quand c'est le Patriot Act de Bush, on voit bien ce que ça veut dire. C'est aussi une façon pour Bush de maintenir son pouvoir en place et pour lui de vendre des armes, puisque cette guerre était nécessaire pour pouvoir entretenir le complexe militaro-industriel. Donc c'est pas exactement la même chose. Il faudrait une vraie pensée de gauche sur la question du service secret. Qu'on cesse de croire que la gauche ne peut pas penser, outre la République, la nation, etc., mais les services secrets, la police, l'armée, etc. Dès lors, on doit plus voir. Sa vision est trop naïve sur ces sujets-là? Oui, il y a un philosophe qui s'appelle Israël, qui est un philosophe israélien, qui a écrit une philosophie du renseignement, très beau livre, dans lequel, effectivement, on se dit, si effectivement on veut empêcher que ça ait lieu encore, c'est pas militariser la société, c'est sûrement pas amener Marine Le Pen au pouvoir, c'est sûrement pas d'hypothétique gouvernement d'union nationale, c'est effectivement savoir qu'il y a un adversaire qui est quelque part, on peut le saisir si on le veut, parce que quand il s'agit de saisir le consommateur, Internet, ça permet de savoir qui fait quoi, qui achète quoi, qui recherche quoi sur Internet, et vous voyez bien quand vous avez vos cookies qu'effectivement on vous suit, et personne n'est contre ça. Toute la gauche qui nous dit que les libertés reculent, etc., ça ne les gêne pas du tout que pour nous vendre des produits, on soit fliqué sur Internet. Moi, je préférais être fliqué sur Internet pour des raisons de sécurité. Alors, je ne suis pas pédophile, je ne suis pas terroriste, je n'ai pas d'argent en Suisse. À ce qu'on regarde, on n'a aucune je suis plutôt d'accord. D'abord, il faut que vous sachiez, parce que, d'autres attentats ont déjà été prévenus, ont déjà été empêchés. On aurait eu beaucoup plus, en vérité, justement avec les méthodes que vous recommandez. Deuxièmement, je voudrais revenir, parce que la conversation a dérivé, vous avez l'air de dire, vous m'arrêtez si je me trompe, que, en fait, nous payons là notre politique islamophobe depuis 30 ans, nos interventions à voiture en voilà. Pas seulement. Non, mais en tout cas que c'est un élément moteur. Oui. Moi, Nolo peut témoigner, j'ai toujours été contre toutes ces interventions comme vous. Que ce soit la Libye, l'Irak, les deux en Irak, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe. Mais je ne crois pas, comme vous, que nous payons nos interventions. Je pense que... Pas que ça. Je crois que le problème est beaucoup plus global, qu'il concerne d'abord l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une contre-révolution à l'intérieur de l'islam depuis la création des Frères musulmans en 1928, qui tente, si vous voulez, comme par hasard, il y a la fin du califat en 1923 et les Frères musulmans en 1928, et c'est la contre-révolution contre la révolution, vous comprenez bien. C'est-à-dire qu'on avait des élites éclairées, occidentalisées, qui essayaient de moderniser et leur pays et l'islam, et immédiatement, il y a eu une contre-révolution islamique, et c'est cette contre-révolution musulmane qui gagne en ce moment, premièrement. Deuxièmement, quand vous dites on a fait des interventions, vous avez tout à fait raison, c'était n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait par ailleurs? On s'est livré à nos grands amis de l'Arabie Saoudite et du Qatar, les régimes les plus rétrogrades de l'islam, qui ont pu financer et endoctriner toute une jeunesse arabo-musulmane en France.
Et on les a laissés complaisamment, tout simplement parce que nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, croyaient que c'était très malin d'être les alliés de cette Arabie Saoudite et de ce Qatar. Ça, c'est aussi une réalité. Et troisièmement, il faut arrêter de croire que c'est notre politique étrangère qui détermine ça. Moi, je pense que c'est tout simplement notre politique intérieure. C'est notre politique d'immigration folle depuis 40 ans qui fait que cet islamisme, s'il y a une différence entre islamisme et islam, on a déjà eu cette discussion dans la période précédente. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Mais de toute façon, les deux ont un terreau très nombreux, et ces deux types que tu trouves monstrueux, ils sont comme des poissons dans l'eau, comme disait le président Mao, dans cette immigration très nombreuse qui a aujourd'hui pignon sur rue en France. Alors maintenant, on peut me dire il y a des musulmans qui sont outrés, etc. Non, oui, il n'y a pas des musulmans qui sont outrés. La plupart des musulmans sont outrés. Tu n'en sais rien. Si, j'en sais. Tu n'en sais rien. Il y en a plus dans mon quartier que dans le tien. Tu n'en sais pas plus que moi. Tu n'en sais pas plus que moi. Arrêtez avec vos chiffres bidons. On va les faire défiler un par un. Mais non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y en a toujours suffisamment des deux côtés. Ah. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, le problème, je pense, de la France, c'est ça. C'est sa politique d'immigration et c'est l'évolution de l'islam lui-même. Alors, vous avez raison, quand je dis ça, politique étrangère, je n'ai pas tout dit. Si on parle de politique intérieure, et je pense que vous avez raison, c'est majeur aussi, et je continue sur ma lancée, je pense que Mitterrand ayant eu intérêt à instrumentaliser le Front National, il avait besoin aussi d'utiliser les populations immigrées comme il les a utilisées. Là, je vous suis. Avec une paupérisation terrible. Mais si, on dit, vous l'avez dit et vous vous êtes fait taper sur les doigts sur ça aussi. Je veux dire, sur les populations carcérales, 60% de musulmans. Vous avez vu, maintenant c'est un rapport parlementaire officiel. C'est pourquoi, effectivement, pour lequel j'étais condamné. On peut utiliser le chiffre. Mais on voit bien pour quelle raison. C'est-à-dire qu'il y a une première génération qui est arrivée, que le capitalisme a exploité, parce qu'ils sont arrivés en France, on a dit... Classique. Voilà. Immigration classique. Absolument. Donc on les utilise, on les paye pas cher. Exactement. Et ils ont, avec eux, de toute façon, pour les défendre, un PC qui existe. Une CGT qui existe, et qui sont des PC et des CGT dignes de ce nom à cette époque. Absolument d'accord. Et donc, quand effectivement Mitterrand plume la volaille communiste, et que le PC descend à 2%, et que la CGT cesse d'être communiste, et qu'elle veut être socialo-compatible, et qu'on voit ce qu'elle permet, effectivement, ce prolétariat qui n'est plus syndicalisé ni politisé, les banlieues cessent d'être communistes, et surtout, il y a une nouvelle génération qui arrive. Voilà. Cette nouvelle génération, elle connaît le chômage, misère, pauvreté, pas de travail, pas d'embauche. C'est-à-dire que quand vous retrouvez... Soit dit en passant, le regroupement familial, c'est pas une idée de Mitterrand. Hein. Non. C'est une idée de Giscard. C'est une idée de Giscard. C'est une idée libérale. C'est une idée libéralo-humaniste, on dira. Oui, bah donc de droite et de gauche, les Maastrichtiens... Là, je suis d'accord. Non, mais dans le grand complot mitterrandien, je note que le regroupement familial, qui est un point très sensible, c'est plutôt... Sauf que même tout à mon fait... problème à moi qui suis de gauche, c'est la gauche. C'est pas que la droite pense comme elle pense, parce qu'on sait comment elle pense. En l'occurrence, elle a fait de l'humanisme soi-disant de gauche. C'est pas ce qu'il fallait faire. Mais je suis bien... C'est pas à moi que vous allez le dire. Justement, la gauche aurait dû avoir le souci de cette immigration, et surtout des enfants de cette immigration, à qui on a proposé des diplômes qui ne servaient à rien, des formations qui ne servaient à rien pour aller au chômage, misère et pauvreté, alors que c'était beaucoup plus facile de faire du petit business, de drogue, de voitures, de téléphones volés, etc. Mais Michel, normalement, dans l'histoire de la France et dans l'histoire de l'immigration depuis 1860, parce que vous savez que contrairement à ce qu'on dit toujours bêtement, la France n'est pas un pays d'immigration, elle est d'immigration depuis 1860. Mais vous savez bien aussi que normalement, quand il y a crise économique, vous avez tout à fait raison, quand il y a croissance, le patronat se sert des immigrés pour casser les salaires des locaux, on est tout à fait d'accord, et donc c'est comme ça que ça se passe. Mais à partir de 1974, la folie du gouvernement Giscard-Chirac, c'est d'avoir fait venir le regroupement familial alors que nous étions en crise économique. Si vous voulez, normalement, la République renvoie les étrangers qui sont au chômage parce que justement on ne peut plus leur donner de travail. Là, non seulement on ne les a pas envoyés, mais on a fait venir leurs enfants. C'est pas l'immigration le problème, c'est l'intégration des populations immigrées. Ce n'était pas possible. C'est pas qu'ils viennent, c'est qu'on leur donne des conditions d'accueil terribles en les laissant venir. Elles sont pas si terribles que ça. Elles sont pas si terribles que ça par rapport à l'endroit d'où ils venaient. Ah, sûrement, bien sûr. Oui, mais c'est ça qui est important pour eux. Pour eux, c'est le seul point de comparaison. Ah bah oui. On va pas les mettre dans les appartements de l'avenue Foch. Vous parliez de la gauche d'hier et la gauche d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Il y a deux gauches aujourd'hui, enfin au moins deux gauches. Il y a une libérale qui gouverne indistinctement depuis justement 83. Hollande, Sarkozy justement 83. Hollande, Sarko, c'est la même chose. Chirac, Mitterrand, c'est la même chose globalement. On voit pas trop ce qui les distingue. Cette gauche libérale, elle joue sur la théorie du genre, le mariage homo, l'adoption, etc. pour dire, vous avez vu, on est vraiment très distinct de ces gens-là, pendant que vous nous laissez faire nos affaires en disant, le peuple n'a pas voulu du traité européen, pas grave, on change 3 virgules, on dit c'est un autre traité, on passe au-dessus de la tête du peuple et puis on dit vous l'aurez quand même. Et Hollande et Sarkozy disent voilà, vous l'avez quand même et c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc effectivement, cette gauche-là, les gens ont compris, moi j'ai compris, dès Maastricht j'ai voté non, hein, mais les gens ont fini par comprendre que Maastricht c'était effectivement le truc qui permettait de faire avaler du libéralisme à la droite et à la gauche. Il nous reste parce que préciser effectivement que la droite gaulliste n'était pas du tout. Bien sûr. Il n'était pas du tout. C'était la grande spécificité française. Absolument. Mais d'ailleurs, Chirac était plutôt séguiniste avant qu'il ne comprenne que pour des raisons de politique politicienne, il ne serait soutenu internationalement qu'il devenait défenseur de l'Europe et il s'est converti. Voir l'appel de Cochin qui montre très bien comment les choses se sont passées à cette époque-là. Cette gauche libérale n'est pas la mienne, je ne suis pas un libéral. Donc il n'est pas question pour moi de voter pour le programme de Sarkozy quand c'est Hollande qui le présente. Et puis il y a une deuxième gauche qui est plutôt la mienne, qui est la gauche antilibérale, qui est plutôt celle de Mélenchon, et je souscris beaucoup à Mélenchon, y compris sur son programme, surtout sur son programme de politique intérieure. Simplement, j'estime que quand tout le monde nous dit que c'est pas bien de tuer des journalistes, ça me paraît bien qu'on puisse le dire encore, mais que sauf que ce sont les mêmes qui nous expliquent que Robespierre c'est bien. Donc je ne peux pas imaginer que quelqu'un nous dise que le modèle dans l'histoire, c'est un terroriste qui, via la guillotine, coupe la tête des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, qui s'en viennent nous dire qu'il ne faut pas... Non mais Michel, là il y a un problème parce que vous devriez faire la balance en vous disant, bon, effectivement, il y a ce côté Robespierre, il y a même d'autres choses, le soutien à des régimes quand même pas très recommandables. Bien sûr. Enfin, vous vous dites, voilà, tout bien pensé, est-ce que je préfère pas, c'est des références douteuses de M. Mélenchon, à la gauche libérale? Parce que vous, à chaque fois, moi je vous suis, je suis 100% d'accord avec vous, puis à la fin vous dites, de toute façon, rien ne me va. Non, ni cette gauche antilibérale, ni cette gauche libérale. Oui, mais bon, à ce moment-là... Mais c'est ma gauche libertaire à moi. Oui. Ma réponse, c'est que c'était le troisième temps. Il n'y a aucun débouché politique. Si, il y a des débouchés politiques, parce que pour le coup, la gauche libertaire à laquelle je songe, c'est pas la gauche des bobos. Hein. Pour moi, libertaire, c'est pas... Ça n'a pas grand-chose à voir avec la libéralisation du pétard. Mais politiquement, c'est quoi? Oui, c'est ça ressemble à quoi? C'est tout le mouvement social qui est invisible, qu'on ne voit jamais, qui n'est jamais invité, mais qui fait des choses sur les plateaux ou dans... etc. Il y a une émission de Philippe Bertrand, très bonne à France Inter, tous les matins, tous les midis, peu de temps avant 13h, où tous les jours on fait parler des gens qui sont dans des associations. Voilà. Des associations, des coopérations, des mutualisations, des gens qui sur le terrain font la politique de gauche. Alors c'est pas brillant, c'est pas extraordinaire, il y a des ouvriers qui rachètent leurs usines, etc. Alors évidemment, ça permet pas de faire des plateaux de télé où Mélenchon engueule Marine Le Pen et ce genre de choses. Mais ces gens-là pourraient se constituer en parti. Vous avez raison, c'est là la limite de la gauche libertaire. C'est qu'elle n'est pas assez mutualisée, elle n'est pas assez n'est pas assez audible. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber c'est un mythe de la gauche classique, c'est le mythe de la gauche fourriériste, quoi, proudhonienne, qui en fait a toujours perdu toutes les guerres. Et même quand on a l'impression qu'ils vont les gagner, ils trahissent et ils deviennent des notables bourgeois. Pourquoi pas les... Je pensais de soi, les notables ce sont Twitter, c'est pour ça. Et on avait l'impression qu'ils étaient sur votre ligne et en fait c'est devenu des notables bourgeois. Vous avez raison, simplement il faudrait faire l'histoire du massacre de cette gauche-là. Ça commence avec la Commune. Mais parce qu'elle est tuée, c'est ce que j'allais vous dire, elle est tuée toujours par la gauche. Moi, elle est tuée par la gauche, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est sûr. Toujours. Mais les journées de juin 48, la Commune, c'est toujours la gauche qui tue cette gauche-là. L'obsession de la gauche antilibérale, c'est Robespierre, la terreur et 93. Et je dis, mais pourquoi on n'entend pas Mélenchon, que j'aime bien par ailleurs, mais nous défendre la Commune? La Commune brûle la guillotine. C'est pas la même chose. La Révolution française met la guillotine au centre de la cité en disant « et on décapite à tout va », je ne veux pas de cette gauche-là. On comprend bien pourquoi vous êtes un philosophe et pas un homme politique, parce que vous ne pouvez pas arriver, en admettant que vous briguiez, je sais pas moi, dans un moment de délire, la présence de la République, en disant moi mon programme, vous comprenez, c'est la Commune parce qu'elle a brûlé la guillotine. Il faut quand même qu'il y ait une application dans le champ réel pour les gens, parce que les gens de gauche, ils vous écoutent, ils vous respectent, je trouve très estimable ce que vous dites, mais comme ça n'a aucun débouché politique d'aucune sorte, c'est même désespérant. Si, il y en a un. Quand je parle de Proudhon, il y a plusieurs Proudhon, il y a au moins deux Proudhon, il y a celui de qu'est-ce que de la propriété, et puis il y a le dernier, celui de la théorie de la propriété. Proudhon défend l'État. Donc on dit anarchiste, il n'aime pas l'État, etc. Proudhon défend l'État. Ah oui? Oui, défend l'État. Vous me montriez ce texte-là. Théorie de la propriété. Ah, très bien. Ouais. Et Proudhon nous dit, bon, sur l'État, finalement, l'État peut exister comme une garantie de l'autogestion. C'est-à-dire on mutualise, coopération, etc. Et l'État, il existe, mais en même temps, il rend possible
ce qui permet la négation de l'État. Mais il faut ne pas viser la disparition de l'État. Vous êtes même presque gaullien, parce que c'était la participation du général de Gaulle. Mais de Gaulle était proudhonien. Mais je sais. Oui, mais il était aussi très dirigiste. Vous savez bien, c'est là où Nolot n'a pas tout à fait tort. Le de Gaulle de 68 sur la participation, je sais bien, je l'ai écrit. Quand il prévoit ce référendum qui va très à gauche, la droite dit il ne faut pas que. Ben, il le tue d'ailleurs, la droite le tue. Absolument. C'est Lacouture qui rapporte dans la biographie de Gaulle qu'un certain Pompidou dit à l'époque il est devenu fou en faisant ce geste. Giscard qui dit oui mais. Bien sûr. Sous-entendu, on ne veut pas de cette gauche-là. Parce que ça, c'est les patrons. Bien sûr, le capital. On est d'accord. Le capital, la bourgeoisie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que politiquement, votre gauche est tellement marginalisée depuis toujours. Elle se veut marginale. Non, je dis pas ça, moi. Moi, je dis pas qu'elle se veut marginale. Moi, je dis qu'elle est marginale. LIP, quand je disais la commune, on aurait pu continuer. Oui, je suis d'accord avec vous, mais regardez, à chaque fois, ça échoue. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Mais aussi parce que le Parti communiste avait intérêt à écraser tout ça. C'est-à-dire que Marx, par exemple, Marx écrase la commune. Bien sûr. Parce qu'après, il récupère un petit peu, mais Marx, il dit non, ils ne sont pas assez marxistes, c'est trop proudhonien, c'est trop fourriériste, la commune. Moyennant quoi, 20 000 morts, fusillés par les Versaillais, etc. Moi, je suis de cette gauche-là, gauche communarde. Et vous êtes de la gauche. Vous êtes dans les défaites du soir. Voilà, vous êtes de la gauche des perdants magnifiques. C'est romantique, c'est pas politique. Non, je suis dans la gauche des gens du peuple. C'est-à-dire que si vous cherchez dans la Révolution française, vous avez des anciens monarchistes, avocats, qui vous font des grandes théories sur la liberté, l'égalité, la fraternité et qui coupent des têtes. Simplement, si vous cherchez des noms chez les communards, vous n'avez pas de grands noms et vous n'avez aucun intellectuel. Vous n'avez aucun type qui va vous dire Yaka, on devrait, on a regardé les textes. Et on fait concrètement des choses pour les femmes seules, pour les veuves de guerre, pour les gamins pauvres, dans la rue, pour les miséreux, des ateliers. Mais ça, c'est pas spectaculaire. Non, mais ça perd. Dans notre société où n'existent que les choses spectaculaires. Ça perd surtout. Pardon. Ça perd. Ça perd parce qu'on a en face de soi des gens déterminés à nous écraser. Exactement. Vous avez raison. Jadis, c'était avec les armes, avec la guillotine, parce que toute cette gauche, d'une certaine manière autogestionnaire et jacobine, elle est guillotinée très vite et très tôt. Elle est fusillée chez les communards. Avec l'IP, on s'aperçoit effectivement que le capital et le Parti communiste... Souvenez-vous pendant la guerre d'Espagne, les communistes qui massacrent les anarchistes. Absolument. C'est toujours la même histoire. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Michel Onfray, d'être venu sur ce plateau.